Je suis ravi d'être là avec vous ce soir, parce que moi je suis rentré il y a 30 ans dans cette école, donc ça fait quand même ça fait un bail. L'idée de ce soir, c'est absolument pas un cours magistral, il n'y a pas de théorie, il y a juste quelques constats basés sur mon expérience, sur ce que j'ai rencontré, des situations que j'ai croisées, et que je partage avec vous. Pour une raison essentielle, c'est que je rencontre énormément d'entreprises, chefs d'entreprise, qui sont à milieu de ce que je vais vous expliquer ce soir. Pour eux, lorsqu'on leur parle d'un site web en responsive, d'ouvrir un compte sur Twitter ou de faire de la prospection commerciale sur LinkedIn, ils ouvrent des grands yeux ébahis, ils se disent mais c'est qui cet extraterrestre-là? Voilà. Alors j'ai rien d'un extraterrestre, je suis plutôt quelques cheveux blancs, donc normalement j'appartiens à leur génération, ça me facilite l'accès à ces gens-là, mais dans l'ensemble, je constate un énorme déficit au sein des boîtes françaises en termes de culture de la communication digitale. Donc l'objectif de la session d'aujourd'hui, c'est de vous faire passer les éléments de base de cette culture. Alors je vais commencer par des généralités. Je vais vous dire, ouais, si c'est pour nous apprendre ça, franchement, qu'est-ce qu'on est venu pour ça? Mais c'est essentiel. Pourquoi? Parce que moi j'aimerais que vous en parliez aux autres. J'aimerais que les gens qui ne sont pas là avec nous ce soir, et qui sont dans votre promo, ils aient conscience qu'aujourd'hui sur la planète, il y a 3 milliards de personnes qui ont accès à Internet. Ça vous paraît quelque chose d'évident, de complètement simple, vous êtes quasiment né avec, on dit que vous appartenez à la génération Y et que c'est facile pour vous. C'est vrai. Pour ma génération et la génération d'avant, Internet, ça n'existait pas au démarrage. Ils ne conçoivent pas ce que change cet aspect-là des choses. Ils ne conçoivent pas qu'est-ce que induit le fait que quasiment la moitié de la population mondiale soit connectée à Internet. Ça change énormément de choses. Je vous prends un exemple très simple. Lorsqu'une entreprise doit communiquer en situation de crise, auparavant, on se précipitait sur les médias traditionnels. La télé, la radio, la presse, pour faire passer les bons messages, pour rassurer, pour défendre les positions de l'entreprise. Mais quand 3 milliards de personnes sont connectées à Internet, pourquoi se précipiter vers la télé, la radio ou la presse écrite quand on a à portée de main un outil qui permet de toucher potentiellement, alors pas en réalité, mais potentiellement, ces 3 milliards d'individus. Okay. Encore faut-il en avoir conscience. Je vous le répète, très peu de boîtes ont conscience qu'en ouvrant un compte Twitter, ou en ouvrant un blog, ou en publiant des contenus sur Facebook, d'un seul coup, on va être capable de toucher une multitude d'individus. Et on va les toucher autrement qu'avec un message froid, reproduit à l'identique par l'ensemble des médias traditionnels, par des hordes de journalistes qui ne font que répéter ce que vous leur avez expliqué. Okay. Donc, première chose à avoir en tête, on vit dans un univers connecté, les gens ont un accès à Internet au quotidien, quasiment en permanence. Deuxième chose importante, c'est que cet accès à Internet ne se fait pas forcément sur un PC. Qui dans cette salle est venu sans son smartphone? C'est le seul. Voilà, vous pouvez l'applaudir, il y en a un qui est sorti sans son smartphone. C'est parce qu'il n'en a pas? Non. Alors moi, je vais vous poser une autre question. Je crois que l'école vous fait acheter des Mac ou des PC, des trucs comme ça en début de scolarité. Pourquoi ils ne vous font pas acheter un smartphone? Un modèle unique sur lequel vous pourriez bidouiller, vous pourriez faire plein de choses. Moi, je pense que le changement de paradigme du smartphone, il doit toucher de manière aussi catégorique que le changement de paradigme de l'ordinateur. À mon époque, il n'y avait pas d'ordinateur dans les promos. Quand je suis arrivé, il y avait les premiers Mac qui sortaient, on avait la salle informatique, on allait se connecter, on n'emmenait pas d'ordinateur dans les chambres. Aujourd'hui, vous avez des smartphones individuels, pourquoi pas avoir des machines un peu plus sophistiquées, des tablettes, des outils qui vont vous permettre finalement de manipuler ce que tout le monde utilise au quotidien. Quand je dis tout le monde, c'est ceux qui vont être vos clients. Que vous décidiez de travailler dans la banque, dans l'industrie, dans la high-tech ou dans l'agroalimentaire. Les modes de consommation d'Internet ne sont plus des modes de consommation. On est assis sur un fauteuil derrière un écran avec un clavier. On consomme de l'Internet un peu partout, à des horaires et des endroits parfois inavouables. Ouais, mais c'est la manière de consommer Internet. Ça veut dire que quand je vais concevoir des produits, quand je vais proposer une offre de valeur à des consommateurs, à des individus, je vais mettre
dans la vraie situation dans laquelle ils vont réellement les consommer. Est-ce que, par exemple, mon application mobile qui permet de, je sais pas moi, de chercher un appartement sur Paris, est-ce que les gens vont plutôt l'utiliser depuis leur lieu de travail, ou est-ce qu'ils vont l'utiliser dans les transports en commun, ou est-ce qu'ils vont plutôt l'utiliser le soir, etc. Ça change énormément de choses. Je vais vous donner un exemple. Un jour ou l'autre, vous allez déménager. Vous allez déménager et peut-être que vous le ferez à un âge où vous ne souhaiterez pas le faire vous-même. Donc vous allez faire appel à une entreprise de déménagement. La plupart des entreprises de déménagement, pour l'instant, fonctionnent sur le principe suivant. On les appelle, on cale un horaire de visite, en général entre 9 h et 17 h. Ils viennent visiter, évaluer le volume d'articles à déménager, ils vous font un devis, et puis ensuite, vous travaillez avec eux ou vous ne travaillez pas avec eux. Sauf que, prendre rendez-vous pendant les heures ouvrées, pendant les heures de travail, c'est parfois difficile, hein, surtout quand, en général, on est sur le lieu de travail. Poser une demi-journée ou poser une journée pour simplement recevoir des gens qui vont faire un devis, c'est une perte de temps. Il y a trois jeunes de banlieue d'ailleurs, qui ont une idée extraordinaire. Ils ont monté une boîte qui s'appelle Des Bras en Plus. Des Bras en Plus, c'est une société de déménagement qui n'a pas de locaux, qui n'existe que sur Internet. Vous voulez les contacter, c'est par Internet. Vous voulez faire une évaluation, un devis, c'est vous qui le faites vous-même, vous faites l'évaluation du volume vous-même, et vous allez, en construisant petit à petit avec leur application le cadre de votre déménagement, évaluer combien ça va vous coûter. Voilà, Des Bras en Plus, c'est exactement le changement de paradigme que je veux évoquer avec vous. Le fait de consommer de l'Internet sur du mobile à des heures et des endroits qui ne sont pas les heures et les endroits habituels fait qu'on peut développer une offre qui va toucher un public qui sera de plus en plus nombreux et qui sera fidèle à votre offre parce que cette offre sera bien plus adaptée à leur mode de consommation d'Internet. Troisième idée, Facebook. Alors là aussi, on va poser une question. Qui n'a pas de profil Facebook dans cette salle? Il y a toujours un. Normalement, c'est celui qui n'a pas le smartphone, mais là, c'est... Alors pourquoi? Bravo, on peut l'applaudir. Donc ce faisant, vous déconnectez, plus ou moins, hein, je vais exagérer un petit peu, mais plus ou moins vous déconnectez d'un univers qui représente quelque chose comme un peu plus d'1 milliard d'individus sur la planète. Alors Facebook, ça fait beaucoup rire les entreprises avec qui je travaille. Au tout début, en tout cas, ça les faisait beaucoup rire. Ils disaient, ouais, c'est quoi ce truc? C'est une plateforme pour les jeunes qui n'ont rien d'autre à foutre que d'aller discuter et partager des photos avec les autres. C'est faux, c'est archi faux. Facebook, vous savez, c'est quoi? C'est le premier annuaire de page blanche, hein, donc comme l'annuaire du téléphone. Vous voulez contacter quelqu'un, mondial. Auparavant, si vous vouliez contacter quelqu'un dont vous connaissez juste le nom et le prénom qui habite à Singapour ou à Rio, ben, comment vous faisiez? Quasiment impossible. Il faut se procurer le bon annuaire, il faut trouver le bon contact. Ça prenait du temps. Beaucoup d'efforts étaient investis dans ce type de recherche. Aujourd'hui, si vous cherchez à rentrer en contact avec quasiment n'importe quel individu de la planète, à partir du moment qu'il fait partie de cet univers connecté Facebook, hein, on va dire la composante Connect Facebook, ben, il suffit d'utiliser le moteur de recherche de Facebook, de regarder si la photo correspond plus ou moins, de voir un petit peu les informations sur le profil, et vous les jeunesse, vous pouvez rentrer en contact avec ces gens-là. Facebook est une application qui met du lien entre des populations complètement disparates. Vous avez des utilisateurs de Facebook en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique. Les endroits où Facebook ne s'est pas développé, assez bizarrement, correspondent d'ailleurs à des endroits où les démocraties ne sont pas forcément les plus développées. Alors, la Chine, Facebook en Chine, il y a un problème, oui. Il y a d'autres applications, ce n'est pas tant l'aspect démocratie là-bas, c'est le fait que Facebook va être en concurrence avec un tas d'autres applications. La Russie également. Vous savez quel est le pays le plus représenté sur Facebook? Les États-Unis en tête, 150 millions d'utilisateurs. Mais quel est le deuxième pays sur Facebook? C'est l'Inde. L'Inde, suivi du Brésil, suivi de l'Indonésie. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous envisagez de développer des applications sur Facebook, si vous envisagez de développer des jeux, si vous envisagez de développer des univers qui vont utiliser
Facebook, vous avez de manière native accès à d'autres populations que celles qui vous environnent. Vous pouvez, en utilisant cet aspect-là des choses, en utilisant cette connaissance intrinsèque que Facebook peut vous donner de ces populations, un accès à une segmentation extrêmement fine en fonction des goûts, en fonction des loisirs, en fonction des appétences, des formations, etc. Facebook est l'un des meilleurs moteurs pour générer de la publicité ciblée. Gardez ça en tête, hein, Facebook, ce n'est pas uniquement une petite application pour perdre du temps, c'est essentiellement une base de données qui est fignolée tous les jours grâce aux informations que vous apportez à cette base de données de manière quasiment volontariste. Okay. Facebook, bien entendu, n'est pas le seul, mais c'est l'un des exemples finalement de ce changement de paradigme où on vit de plus en plus dans un monde d'internautes connectés en permanence sur des outils mobiles. Alors où je veux en venir avec tout ça? Bien, c'est que lorsque vous allez travailler d'ici quelques années dans des entreprises que vous allez peut-être créer ou qui sont déjà établies depuis un moment, il va falloir vous appuyer sur cette connaissance, ce savoir, pour orienter de manière décisive les produits, les applications, les services que vous allez développer vers les bons publics. Développer ces applications vers les bons publics, c'est par exemple disposer d'un site web. Ça vous paraît anecdotique, hein? Aujourd'hui, à votre avis, le taux d'équipement des sites web des entreprises en France, c'est quoi? 95%? Allez, on est entre les deux. Voilà une étude qui a été publiée il y a 1 an, qui vous indique le taux d'équipement, donc c'est la première colonne, la deuxième, le site web, taux d'équipement des entreprises de plus de 10 salariés des pays européens. Avec 65%, je crois qu'on est les 6e à partir de la fin. Derrière nous, il doit y avoir la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie, l'ancienne République de Macédoine. Waouh! Ah ouais, il y a un vrai désert de ce côté-là dans la compréhension des entreprises françaises. Alors je vais expliquer pourquoi. Maintenant, il faut expliquer pourquoi on arrive à ce constat-là. Discuter avec des gens qui créent leur boîte. Ils vont vous dire, pas une boîte technologique ou une boîte dans l'Internet ou des applications mobiles, hein, bien entendu. Ceux-là, ils vont tous faire des sites Internet, mais je crée une boîte qui fabrique des assemblages mécaniques ou une boîte qui fait de la sous-traitance industrielle. Ils vont dire, moi, mon métier, c'est de rechercher des clients, de proposer mes produits ou mes services. C'est pas de faire du site web. Ah ouais, mais ce qu'ils n'ont pas en tête, c'est que pour être connu, pour être cherché, pour être trouvé, aujourd'hui, il faut avoir un site web. Il y a une part non négligeable d'entreprises qui passent à côté de marchés probablement substantiels, tout simplement parce qu'elles n'ont pas souhaité, durant les premières heures, les premiers jours, la première phase de leur croissance, développer leur site web. Étrange. Donc, la base, si on veut faire de la com digitale, c'est d'avoir un site web. Okay, ça, j'espère que vous en êtes tous convaincus. Alors, développer un site web, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué aujourd'hui. Pour monter son site web, il y a des plateformes très simples qui vous coûtent pratiquement rien. Vous avez tous entendu parler de WordPress, ça vous parle? Wix, Drupal. Voilà, vous avez des outils qui aujourd'hui vous permettent de monter l'infrastructure et moyennant un petit investissement auprès de gens qui vont faire un peu de web design et de graphisme, de faire un habillage correct. Monter un site web aujourd'hui, c'est concevoir une interface pour votre entreprise qui soit visible aussi bien depuis un PC, donc c'est la version que vous voyez sur le centre, que depuis une tablette sur laquelle on va consulter probablement les contenus dans un mode paysage, ou depuis un smartphone. Je vous invite à faire le test. La plupart du temps, lorsque vous allez sur un site web, allez sur Price Minister par exemple ou sur Amazon et regardez comment ça s'affiche sur des tablettes ou sur des smartphones. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe alors qu'on constate grosso modo qu'à peu près 20 à 25% des accès sur les sites web aujourd'hui se font depuis des plateformes mobiles, depuis des smartphones ou depuis des tablettes. Alors c'est vrai, c'est un chantier. Migrer son site web dans une version qui va s'adapter au device, ça demande du temps, ça demande quelques efforts, un peu d'investissement.
Ok. Pour ceux qui démarreront leur projet d'ici quelques années, gardez à l'esprit que ce que vous allez faire devra s'adapter au support sur lequel le site web sera consulté. Ok. Je ne rentre pas après sur les arcanes du web design. Il y a des gens dont c'est le métier. Je suppose que vous ferez appel à ces gens-là le jour où vous en aurez besoin. Faire de la com digitale, ce n'est pas un métier de jeune. Est-ce que vous connaissez ce monsieur-là? Alors, je vais vous donner une indication. Il a 80 ans. C'est un des plus vieux blogueurs au monde. Voilà. Son prénom, c'est Bill. Il s'appelle Bill Marriott. Il est archimilliardaire, bien entendu. C'est l'héritier de la famille des hôtels Marriott. 3000 hôtels dans le monde, 150 000 salariés. Ça fait 6 ans qu'il a un blog. C'est étonnant. Et c'est très très amusant à lire. Okay. Alors comment il a démarré son blog, ce monsieur? C'est très simple. Il explique d'ailleurs dans certains articles que toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tour du monde pour aller visiter ses hôtels, rencontrer ses salariés, rencontrer ses clients, rencontrer ses fournisseurs, les chauffeurs de taxi, enfin, tout l'écosystème des hôtels, pour comprendre qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le service apporté par la chaîne d'hôtels Marriott à ses clients. Ouais, mais à 75 ans, vous verrez, faire le tour du monde, c'est un peu difficile, quoi. On a des petites douleurs dans les jambes, etc. Donc son médecin lui a dit, faut réduire le nombre d'heures de vol, faut voyager un peu moins. Ouais, mais comment je vais faire pour garder le contact avec mes clients et mes salariés? Et là, il a une idée géniale, il a ouvert un blog. Okay. Alors, allez lire son blog, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Il explique, par exemple, une chose très simple. C'est un blogueur qui n'écrit pas un seul de ses articles. Vous pouvez très bien avoir un blog sans écrire un article. Comment il fait? Il les dicte. Il les dicte à son assistante. Il n'a jamais utilisé un PC de sa vie, hein, ce brave bonhomme. Il est né à une époque où même la machine à calculer était un luxe. Donc, pour lui, bloguer, c'est pas tant passer du temps derrière la machine, c'est faire passer des idées. Et c'est là où ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'un chef d'entreprise vient faire dans l'univers des blogs? Il ne vient pas là pour passer du temps, pour s'occuper, pour trouver un dérivatif. Non, il vient là parce qu'il a un objectif en tête. Gardez à l'esprit que les patrons, les chefs d'entreprise qui ouvrent leur blog sont là parce qu'il y a une finalité précise. En l'occurrence, chez Bill Marriott, c'est de garder le contact avec son écosystème. Je vais vous donner un autre exemple de blogueur, qui est même une blogueuse, elle s'appelle Françoise Gris. Alors cette dame, elle a un parcours assez étonnant. Elle a été directrice générale d'IBM France. Ensuite, elle a dirigé Manpower et maintenant elle dirige Pierre et Vacances. Elle a ouvert son blog il y a 5-6 ans à peu près, dans une période un petit peu agitée où elle venait de prendre la tête de Manpower. Souvenez-vous, c'était 2008-2009, année de crise. Le métier de l'intérim, ce n'était pas extraordinaire. Et en ouvrant son blog, elle s'est offerte une tribune où elle allait faire passer des messages essentiels dans son secteur. Elle s'est positionnée comme étant finalement la personne de l'univers de l'intérim qui était prête à prendre la défense des valeurs de ce métier. Elle est devenue le référent dans son univers. Et puis elle a fait sa mission chez Manpower, ça a duré 4-5 ans. Elle arrive chez Pierre et Vacances et tout de suite, elle garde le même rythme où elle explique à travers son blog ce qu'elle est en train de mettre en place. Et c'est très intéressant ce qu'elle est en train de mettre en place. Elle est en train de complètement révolutionner la manière de fonctionner de Pierre et Vacances. Okay. Alors bien entendu, vous voyez, elle a son blog. Un dernier article, il date d'il y a quelques jours quand même, sur les petits boulots. Sur le côté, son fil Twitter. Il allait de soi que, étant une blogueuse avertie, Madame Gris allait se mettre à Twitter. La question n'est pas évidente. Est-ce qu'un chef d'entreprise a sa place sur Twitter? Alors, je vais vous donner là aussi un exemple. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Ouais, bravo. Bravo. Alors là, je ne m'attendais pas. J'avais prévu de vous donner quelques indices pour vous aider. Il n'y a pas eu tant de PDG de Microsoft que ça. Mais oui, c'est Satya Nadella. Satya Nadella utilise Twitter. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est comment il utilise Twitter.
Satya Nadella il n'y a pas mis des ronds dans Microsoft, c'est pas un investisseur, c'est un salarié, un top manager de Microsoft qui a progressé dans la hiérarchie et qui s'est retrouvé propulsé CEO. Avant d'être CEO, il était sur Twitter, parce que Twitter était un outil relativement répandu aux États-Unis. À la veille d'arriver de prendre son poste de PDG, son fil Twitter ressemblait à ça. Donc il annonçait la plateforme Microsoft Bing News, très bien. Après, son tweet précédent, c'était sur HTML5. Ouais, visiblement, ce n'est pas quelqu'un de très expressif. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis juillet 2010 jusqu'à son accession au trône, on va dire, il n'avait pas écrit grand-chose. OK ? 1500 followers. Il devient patron de Microsoft, il passe de 1500 followers à 150 000 followers. Alors là, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous retrouvez avec des milliers de gens qui vont scruter ce que vous allez dire sur Twitter. Quelle va être la première réaction ? Si Satya Nadella avait été un homme politique français, je peux vous dire ce qu'il aurait fait. Il aurait purgé son fil Twitter. Regardez le fil Twitter d'Emmanuel Macron. En arrivant ministre de l'économie, il a fait un truc le lendemain. En tout cas, son équipe a fait quelque chose de, pour moi, désastreux. Ils ont retiré tous les tweets qu'il avait écrits auparavant. Ce qui est d'une stupidité folle. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des copies d'écran de ces tweets. Donc on sait très bien ce qu'il a écrit il y a 1 an, il y a 2 ans, s'il soutenait ou s'il ne soutenait pas la politique des gouvernements précédents. Okay ? Non, Satya Nadella, il assume. Et son premier tweet en tant que CEO, c'est le suivant. Voilà. Premier engagement en tant que CEO, je ne vais pas attendre 4 ans pour tweeter. Qu'est-ce qu'il fait de cette manière-là, Nadella ? Première chose, il reprend la main sur son outil de communication principal. Il donne le là. Il indique que maintenant, la com de l'entreprise, ce n'est pas uniquement les RP, ce n'est pas uniquement les efforts de lobbying de Microsoft, ça va aussi être son compte Twitter. Et il aurait tort de s'en priver. 150 000 followers, avouons-le, c'est pas mal. Aujourd'hui, il en a 300 000 au passage, un petit peu moins. Okay ? Deuxième information, il explique qu'il va l'utiliser de manière régulière. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait des annonces sur son fil Twitter. Et puis troisième chose qu'il fait avec énormément de talent, il fait passer de l'humour. Alors je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu Bill Gates ou Steve Ballmer à leur époque, ce n'étaient pas des chefs d'entreprise réputés pour leur autodérision. Ballmer avait de l'humour, mais l'autodérision dans un contexte international, ce n'était pas son fort. Okay ? Là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met en scène. Il se parodie. Et le résultat est immédiat. Vous voyez, le petit 8K, c'est 8000 retweets. Il y a 8000 personnes qui se sont transformées en ambassadeurs de la marque Microsoft en disant « Vous savez quoi ? Il y a un nouveau patron chez Microsoft, il s'appelle Satya Nadella et il va nous faire rire. » Et du coup, il y a plein de gens qui vont le suivre. Donc, avec un simple tweet, il accélère, il appuie sur la pédale d'accélérateur pour dire « Ouais, Twitter, je vais l'utiliser et je vais bien l'utiliser. » Deuxième exemple d'utilisation de Twitter, c'est l'annonce de la mise à disposition des outils Microsoft sur l'App Store. Bon, je suppose que vous savez que depuis que le monde est monde, il y a une guerre entre Apple et Microsoft. C'est deux univers où non seulement les entreprises se haïssent, mais les utilisateurs se haïssent. Donc voir apparaître les outils Microsoft chez Apple, même s'ils existent, mais les voir apparaître sur l'univers, l'antre du monde Apple, qu'est l'App Store, c'est quelque chose, c'est un événement fort. Comment ça s'annonce ? Eh bien, il le fait avec énormément de talent. Qu'est-ce qu'il fait ? Copie d'écran de l'App Store, où il annonce que les produits Microsoft sont disponibles. Okay, et non seulement ils sont disponibles, mais ils sont en tête des téléchargements. On n'a pas la totalité de l'image, mais grosso modo, ce qu'on voit, c'est que les produits Microsoft, là, Excel, PowerPoint et autres, vont truster les 5 premières places dans la catégorie dans les téléchargements du mois. Okay, donc, de cette manière-là, Nadella annonce la mise à disposition des produits avec dose d'originalité et bien entendu la capacité à faire retweeter. 2000 retweets. Donc, ces 2000 personnes qui ont cliqué sur le bouton retweeter ont fait exactement ce que Nadella leur a demandé de faire, à raconter au reste du monde que Microsoft débarque sur l'App Store.
Ça ne leur a pas coûté un copec en passage télé, ça ne leur a pas coûté un copec en passage dans la presse, ça n'a rien coûté d'autre que faire une copie d'écran et diffuser un tweet. Ok ? Dans une démarche d'économie, c'est relativement remarquable. Et puis, de temps en temps, on fait des bêtises. Nadella, il a fait une grosse bêtise la semaine dernière. À un forum sur l'emploi, je crois, il a expliqué que les femmes n'avaient pas à venir demander des augmentations de salaire. Grosso modo, il a dit une connerie dans ce genre. Vous imaginez le tollé que ça peut faire. Okay ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Dans ces cas-là, on s'excuse. Et il le fait, là aussi avec du talent, sur Twitter. D'accord ? Et là aussi, regardez bien l'effet. Les 750 retweets en combien ? En moins d'une semaine. D'accord ? Donc, les gens qui suivent Nadella ont simplement, en retweetant son contenu, expliqué au reste du monde que le nouveau patron de Microsoft est quelqu'un de humble. Il fait des erreurs, mais il s'excuse. Si vous n'étiez pas au courant, il y a un nouveau chef à la tête de Microsoft, et ce mec-là résonne de manière différente de Bill Gates et de Steve Ballmer. Voilà. Être sur Twitter pour un patron, c'est comprendre les codes d'utilisation de Twitter, c'est faire passer les bons messages, et surtout s'appuyer sur ce qui fait l'intérêt d'un compte Twitter pour un patron, c'est la communauté de gens qui vont vous suivre. Si vous passez votre temps à communiquer, à balancer des communiqués de presse sur votre compte Twitter, vous n'intéresserez personne. Si vous racontez votre vie pour expliquer que vous êtes en train de regarder le match de foot du PSG contre Barcelone et qu'à côté de vous, il y a Beyoncé et Jay-Z, ça va intéresser une frange de l'humanité qui n'est peut-être pas celle qui vous intéresse. En revanche, si vous faites passer des messages de cet ordre-là, des messages professionnels, mais avec de l'humour, là, vous transformez votre population de followers sur Twitter en ambassadeurs de la marque. C'est ça ce qu'il faut avoir en tête. Le corollaire, c'est que tout le monde n'en est pas capable. Et donc, à la question, est-ce qu'un boss doit aller sur Twitter ? Moi, je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas vous dire oui ou non. Il n'y a pas de règle. Un chef d'entreprise ne doit pas forcément aller sur Twitter. Mais s'il en a les capacités, s'il en a le talent, alors oui, Twitter peut être un outil extrêmement intéressant lorsqu'on sait bien l'utiliser. Même chose sur Facebook. Même chose sur Facebook. J'ai juste pris une copie d'écran datant d'hier de la page Facebook de Bill Gates. 13 millions de likes, le père Bill Gates. 13 millions de likes, ça fait du monde quand même. Vous savez combien il y a d'utilisateurs de Facebook en France ? Il y a 30 millions. Okay, donc ça représente quand même un petit État à part entière, à lui tout seul, l'univers de Bill Gates sur Facebook. Et donc quand Gates publie un contenu sur Facebook, vous avez 12 000 personnes qui likent et 2 000 personnes qui partagent. Et là, j'espère que vous avez compris la petite mécanique, quand ces 2 000 personnes partagent, elles se transforment en ambassadeurs de Bill Gates. Elles propagent le discours de Bill Gates auprès de leurs propres contacts. L'intérêt d'une présence sur les réseaux sociaux pour un chef d'entreprise ou pour une marque, c'est pas tant le premier cercle d'amis ou le premier cercle de fans. Vous ne vous trompez pas, c'est le deuxième cercle. Il est beaucoup plus intéressant. Okay ? Si chacun de ces fans a 100, 150, 200, voire 500 amis, ça fait beaucoup, beaucoup plus de monde. D'accord ? Donc, la recherche de fans ou d'amis à tout prix, elle doit se faire dans une optique essentielle, c'est le relais d'information. Comment je vais faire pour appuyer sur le bon bouton pour qu'à un moment donné, les gens qui apprécient ce que je fais le rediffusent autour d'eux ? Comment faire pour transformer mon public en ambassadeur de la marque ? C'est peut-être plus difficile sur Facebook. Pour une raison très simple, c'est que Facebook et Twitter sont des outils très différents. J'ai un copain avocat qui a très bien cerné la différence. Il dit, Facebook, c'est un amphi. Voilà, sur Facebook, j'ai trouvé des gens avec qui il y a un lien qui se crée à un moment donné, parce qu'on se connaît, parce qu'on s'apprécie, on est amis, etc. Mais on reste dans un périmètre qui est bien défini, bien délimité. Twitter, et gardez ça présent à l'esprit, si jamais vous voulez aller sur Twitter. Twitter, c'est la rue. Ce que vous allez dire sur Twitter peut être vu, analysé, décortiqué par n'importe qui sur la planète. Il y a, selon Twitter, quelque chose comme 500 millions d'utilisateurs de Twitter dans le monde. Ils ne sont pas tous vos copains. Et si vous prenez la parole sur Twitter pour diffuser des messages qui sont clivants,
attendez-vous à des retours de bâton de temps en temps. Twitter, c'est la rue, c'est un espace où on discute. Facebook, en revanche, c'est un espace qui est beaucoup plus clos. Alors, Twitter et Facebook sont des outils, somme toute, assez sympathiques, assez faciles de prise en main si on veut communiquer. Ce ne sont pas les seuls. Est-ce que vous connaissez ce bonhomme? Alors, il a un rapport avec vous, c'est que c'est un ingénieur à la base. C'est absolument pas un communicant. Hein. C'est un type qui, toute sa vie, a fabriqué des machines. Ces machines, c'est ça. Ce sont des blenders, ce sont des mixeurs. Alors, ce n'est pas les mixeurs de ma femme ou de ma belle-mère, hein. Ce n'est pas les Magimix pour mixer les pommes de terre, etc. Non, c'est des mixeurs plutôt industriels qu'on va utiliser dans les hôtels Marriott, par exemple, ou dans des cafés ou autres. Okay, donc lui s'appelle Tom Dixon, c'est le patron de cette petite PME américaine, une 50aine de salariés. Et puis Tom Dixon a eu une idée géniale, enfin son directeur marketing a eu une idée géniale il y a 5 ans. Il n'avait pas de budget pour communiquer. Il n'avait pas de budget. Vous verrez, si jamais vous vous retrouvez à la tête d'une PME de 50 personnes, parfois c'est dur. Parfois c'est dur. Sortir 300 000 € pour communiquer, ça ne se fait pas tous les jours. Et donc, lorsqu'il a demandé à son directeur marketing d'être présent, son directeur marketing a eu une idée assez farfelue, c'était de mixer n'importe quoi avec ses mixeurs. Mixer des gommes, mixer des crayons, mixer des chaussures, mixer des balles de golf. C'était amusant, ça a attiré un public relativement restreint de gens qui cherchaient des expériences un peu originales sur YouTube. Et puis un jour, ils ont eu une idée absolument géniale. Ils ont mixé un iPhone et ils ont fait 10 millions de vues en une semaine. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce que depuis, ils ont fait quasiment 150 épisodes de la série Blendtec. Alors on va voir. Will it blend? That is the question. I love my new iPad. It does a ton of cool things. But will it blend? That is the question. Doesn't quite fit in the jar, but I can take care of that. No! I knew I could get the iPad in a Blendtec Total Blender. I think I'll press the iBlend button. Pad smoke. Don't breathe this. Ah, that was one tough pad. Plusieurs enseignements. Le premier, si vous aviez besoin de démontrer la solidité du blender, est-ce que vous êtes capable d'imaginer un test plus évident que celui-là? Non, quasiment pas. Il y a juste 2 trucs qu'il a refusé de mixer dans sa vie. C'est un pied de biche. Non, c'est pas sa famille. Il a même mixé un chat. Ouais. Pas un vrai. Au moment où il met le chat, il met un chat en peluche à la place, mais voilà. Non, c'est le pied de biche et mixer un autre mixeur. Ce qui, je pense, pour un ingénieur, c'est exactement la récursivité du truc. Non. Donc c'est très bien, il est capable de mixer tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que son mixeur est d'une solidité incroyable. Corollaire, c'est que il est obligé, à partir de maintenant, de sortir des mixeurs qui sont de la même qualité. C'est une assurance, une garantie vis-à-vis de ses clients qui est inestimable. C'est une force incroyable. Deuxième avantage, j'ai rencontré le distributeur de Blendtec en France en 2010.
parce que, bien entendu, ils sont disponibles aussi en France. Distributeurs de Blendtec, ils ne vendent pas que du Blendtec, hein, ils vendent aussi du frigo, ils vendent de la machine à laver, enfin, ils vendent de l'équipement industriel pour des cafés ou des hôtels. Les gens connaissent ces vidéos-là, ces clients les connaissent. Pourquoi? Parce qu'il les a fait, il les a diffusées, il les a envoyées par mail, par newsletter, tout ce que vous pouvez imaginer. Et du coup, quand ses clients ou ses prospects le reçoivent, ils le reçoivent avec un grand sourire. Hein, alors, M. Blendtec, qu'est-ce qu'on va mixer aujourd'hui? Alors bien sûr, il ne va pas mixer, il va expliquer que c'est fait dans d'autres conditions, que lui ne peut pas le faire, etc. Mais il est reçu dans une démarche qui n'est plus une démarche commerciale. Il est reçu quasiment comme un ami avec qui on va prendre un café et on va rigoler. Et puis le troisième intérêt, et ça, vous n'imaginez pas la valeur de ce truc-là, c'est qu'en mixant son iPhone, de manière implicite, il a signé un mariage avec Apple. Si vous regardez, allez faire un saut ce soir sur la chaîne, vous allez voir, il a mixé tous les produits Apple depuis quasiment 4 ans. Il a mixé l'iPhone 4, l'iPhone 5, le 5S, le machin, l'iPad, l'iPad 2, tout ce que vous pouvez imaginer. Gratuitement, bien entendu. Avec une énorme visibilité. Il en est aujourd'hui à peu près un peu moins de 300 millions de vues. Mais les autres marques, les LG, les Samsung, sont jaloux et ils viennent le voir. Monsieur Dixon, pourquoi vous ne mixez pas nous? Ah ouais, on peut vous mixer, c'est une bonne idée ça. Ça risque de vous coûter un peu d'argent. Il n'y a pas de souci, monsieur Dixon. Cette boîte-là est la seule boîte que je connaisse où le marketing rapporte. Il amène des revenus. Normalement, le marketing, c'est une source de coûts. Là, c'est une source de revenus. C'est quand même fort. Hein, allez trouver une approche similaire dans d'autres boîtes. Voilà, on peut très bien développer sa propre web TV avec des moyens, somme toute, rudimentaires. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, le ralenti, les images un peu léchées, etc. Ça, c'est aujourd'hui, hein, c'est au bout de 5 ans de présence. Remontez dans le temps, allez voir les vidéos de 2008-2009. C'est pas fait de manière aussi sophistiquée. La seule chose qu'on retrouve, c'est Tom Dixon et la musique. Bon allez, on va laisser tomber les sujets qui déconnent un peu, on va parler de choses sérieuses. Alors LinkedIn, qui n'est pas sur LinkedIn dans la salle? Ouais, c'est normal, vous êtes un peu jeune. Mais vous allez bientôt y arriver. Pour une raison très simple, c'est que LinkedIn, c'est le réseau social qu'on utilise dans un contexte professionnel. C'est le Facebook de l'entreprise, si vous voulez. C'est tellement le Facebook de l'entreprise que le modèle de revenu de LinkedIn est petit à petit en train de se calquer sur celui de Facebook. De la publicité extrêmement ciblée pour aller diffuser les contenus des marques auprès de leur public. Mais ce n'est pas que ça. LinkedIn, c'est un moteur de recherche. Et ce moteur de recherche, LinkedIn le propose à tous ceux qui ont ouvert un compte chez eux, qui ont développé leur profil. Alors, pour les recruteurs, c'est remarquable. Vous avez un tas de cabinets de recrutement qui passent par LinkedIn pour aller chercher les bons profils. Je cherche un développeur qui a travaillé dans une société, un éditeur de logiciel américain pendant 3 ans, puis ensuite qui a travaillé dans un grand compte français. On peut le faire avec un LinkedIn. Mais on peut le faire également dans une démarche de prospection commerciale. Moi, par exemple, j'ai passé plus de 15 ans chez Dassault Systèmes et j'ai rencontré énormément de monde. Dassault Systèmes, c'est une boîte qui a 10 000 salariés aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont quitté la boîte. Mais vous savez comment c'est, les anciens collègues? On peut garder des liens, il y a une sorte de camaraderie, hein. On a travaillé sur les mêmes projets, on a des connaissances en commun. C'est un réseau à part entière. Ce réseau, je peux l'exploiter en effectuant la recherche suivante. Je vais chercher tous ceux qui travaillaient chez Dassault Systèmes, que je ne connais pas, directement. On a juste une connexion en commun, donc on est à 2 niveaux. Et puis je vais rajouter un élément essentiel, je veux que ce soit des patrons de boîte. Pourquoi? Parce que moi, je vais aller les contacter pour leur vendre ma sauce. Et là, LinkedIn me dit, cher Hervé, il y a 132 personnes qui répondent à cette requête. Mohamed Akshiri, Olivier Priot, Nicolas Pégic, Thibaut Bernard, etc. Il me propose même de savoir quelles sont les connexions qu'on a en commun. Je peux aller consulter leurs fiches, voir dans quel domaine ils travaillent, est-ce que leur site web mérite ou non d'être refait, est-ce qu'ils sont sur Twitter, etc. Bref, j'ai un tas d'informations qui vont me permettre de préparer mon dossier dans l'optique d'une transaction commerciale avec ces gens-là. Okay? Donc LinkedIn, c'est génial pour faire du réseautage en B2B, mais c'est avant tout pour moi un outil de prospection commerciale. Gardez ça en tête. Le jour où vous allez travailler dans un grand groupe, LinkedIn, ce n'est pas uniquement pour changer de boîte, c'est aussi pour aller signer des deals. Deuxième concept. Vous êtes entré dans une brillante école au passé prestigieux, vous avez rejoint la horde des comment ils appelaient ça, là,
les officiers de la guerre économique là, des Ambers, génial. Bon, et puis surtout, vous allez avoir accès à l'illustre carnet d'adresses de l'école polytechnique, le fameux annuaire. Dites, qui est-ce qui a envie de payer sa cotisation aujourd'hui? Vous ne payez pas la cotisation. Hein, la cotisation des anciens, vous allez devoir la payer au bout d'un moment. Vous savez à quoi elle sert? Elle sert à quoi la cotisation? Je mets les pieds dans le plat là explicitement, hein. S'il y a des gens de l'AX, ils vont me trucider. Elle sert à quoi la cotisation? Elle sert à faire partie de cette immense communauté qui compte un prix Nobel de plus depuis hier. Félicitations, très bien. Mais elle permet surtout de récupérer l'annuaire papier. Or l'annuaire papier, moi je vais le dire honnêtement, ça fait des années que je ne l'ai pas ouvert. Pourquoi? Il y a un truc extraordinaire qui s'appelle Xorg. C'est pas mal Xorg. Xorg, c'est polytechnique.org, c'est l'annuaire électronique où on va trouver un tas d'informations, on va pouvoir contacter les autres X. Très bien. Mais il y a un outil encore plus remarquable qu'Xorg, c'est LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a un groupe des anciens élèves de l'école polytechnique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rejoint. Si ça se trouve, vous allez le rejoindre d'ici ce soir, ou demain, ou dans la semaine. J'en serais ravi, c'est moi qui suis l'administrateur du groupe. Donc je filtre les demandes. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, pour l'instant, il n'y a que 6200 personnes. C'est normal, hein, les X passés la cinquantaine, ils sont un peu moins connectés que les autres. Hein. Mais enfin, on trouve quand même pas mal de monde. On ne trouve pas le prix Nobel, j'ai cherché, il n'y était pas. Et on a plein d'informations sur ce qu'ils font, dans quel secteur ils travaillent. Par exemple, là, sur les X sur LinkedIn, dans cette communauté-là, 10% travaillent dans la finance. Je ne sais pas combien d'entre vous veulent travailler dans la finance dans le futur, mais si jamais vous l'envisagez, peut-être que vous allez chercher à contacter des camarades des promotions précédentes qui travaillent à SocGen, chez Barclays ou je sais où. LinkedIn va être l'outil pour aller contacter ces gens-là. Vous voyez ce que je veux pointer du doigt? C'est que LinkedIn est en train d'opérer dans l'univers des réseaux d'anciens de grandes écoles la même chose que ce que la presse numérique a effectué vis-à-vis de la presse digitale. Il y a un monde qui est en train de disparaître. L'univers des anciens des grandes écoles ne sera plus le même après LinkedIn. Laissez mûrir encore 3-4 ans au niveau de la X, mais pas au niveau de la X uniquement, au niveau de HEC Alumni, au niveau des anciens de Télécom, au niveau des anciens de toutes les structures, et même d'Harvard ou de je ne sais quelle autre université, le même problème se posera. Les réseaux d'anciens se structurent aujourd'hui sur LinkedIn. Mais ce n'est pas que ça, LinkedIn. LinkedIn, c'est aussi la capacité de devenir ce qu'ils appellent un influenceur. Carlos Ghosn fait partie des gens qui ont été identifiés comme des influenceurs par LinkedIn. Alors, Carlos Ghosn, le seul petit problème, c'est que ce n'est pas un immense communicant. Hein. C'est un article tous les mois, et puis depuis juillet, apparemment, c'est la panne sèche. Hein. Il n'a plus d'idées. Bon, j'ai choisi Carlos Ghosn parce que c'était le nom qui ressortait le mieux, mais il y en a quelques-uns. Il y en a d'autres. Hein. Il y a les patrons d'EY. Il y a des chief évangélistes chez IBM, etc. C'est la capacité au travers de LinkedIn d'ouvrir une tribune qui va vous permettre d'inonder des milliers de professionnels qui s'intéressent à ce que vous êtes capable de leur dire, si vous êtes capable, bien entendu, d'attirer leur attention. Et là, on rentre finalement dans le grand schéma dans lequel finalement s'inscrit la communication digitale. On est dans l'univers de l'attention. On veut attirer l'attention d'un public. Gardez à l'esprit que les outils de communication digitale sont là pour vous aider justement à attirer cette attention. Alors comment on fait pour attirer l'attention quand on n'est pas connu? Alors je vais vous donner une recette. Moi je ne suis pas connu. Hein. Dans l'univers de la com digitale, je suis un nain. Je suis arrivé dans l'univers de la com très tard. Comment je vais faire pour attirer l'attention? Avec mon co-auteur, Yann Gourvenec, un gars de chez Orange, on a sorti un bouquin qui s'appelle « La communication digitale expliquée à mon boss ». Après, je vais vous expliquer pourquoi le expliquer à mon boss, ça va être la conclusion. Ce bouquin, on s'est posé la question, mais comment on va faire pour qu'il soit connu? On n'a pas les moyens d'acheter des encarts dans la presse, on n'a pas les moyens de faire des passages radio, des passages télé innombrables. Comment on va faire? On a eu une petite idée. On s'est dit, tous les schémas du bouquin, on va les offrir. Et on va alimenter le buzz. Donc on a pris les principaux schémas, les illustrations les plus claires du bouquin. On a fait une présentation qui fait une 30aine de pages. On l'a mise en ligne sur un site qui s'appelle SlideShare. Et SlideShare, c'est, si vous voulez, le YouTube de la présentation PowerPoint. Quand vous avez un discours
un petit peu construit, vous le balancez sur SlideShare, et puis ça va vivre sa vie gentiment. Ça va être téléchargé, ça va être partagé. Ça a très bien été partagé, ça a été vu 40 000 fois. Il y a 40 000 Gus en France et un petit peu partout dans l'univers francophone qui ont vu ce qu'on a affiché là. Certains sont mes concurrents, je le sais. J'ai des clients qui m'ont dit qu'ils ont vu mes illustrations sur les présentations d'autres agences. C'est pas grave. C'est pas grave, vous savez pourquoi? Parce que mes concurrents utilisent mes idées. Et ça, c'est extraordinaire. Quand mes concurrents utilisent mes idées, c'est que je suis en train d'imposer le standard. Je suis une sorte de market maker. L'univers de la com digitale en France, eh bien, je suis en train de l'arroser avec mes concepts. Pourquoi? Parce que j'ai filé ça gratuitement. Je veux avoir plein de clients dans l'univers de la com digitale. Ça marche très bien, Dieu merci. Comment je fais? Je donne. Je donne énormément de choses. En sens inverse, les gens se disent « Waouh, ce que dit ce type-là est intéressant. J'ai cassé le frein économique. Ils n'ont pas besoin d'acheter mon bouquin, je donne les illustrations. » Le bouquin viendra plus tard, une fois qu'ils auront goûté la saveur, une fois qu'ils... C'est comme la drogue, si vous voulez. Vous touchez une première fois, vous trouvez que c'est pas mal. Et on plonge. C'est la même chose avec la com digitale. Ok, 40 000 vues, 40 000 vues, vous allez voir, c'est pas évident de faire les 40 000 vues. Alors, il y a beaucoup de choses qui changent aussi dans l'univers de la com digitale. Je vais vous donner un autre exemple. C'est une université d'été du MEDEF. Vous connaissez le MEDEF? Les patrons, oh là là, terrible. Alors, tous les étés, tous les mois d'août, ils font leur université d'été. Donc, ils se réunissent, ils font la bringue. Il y a des conférences, c'est un peu prise de tête, c'est sympa dans l'ensemble. Et puis, ils ont eu une idée géniale. La première fois que ça s'est passé ici, ça s'est passé à l'X, donc chapeau hein, pour l'occasion. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est une autre agence, hein, avec un gars brillant, qui leur dit arrêtez de faire des relations de presse à la mode grand-papa, vous allez changer la manière de présenter le MEDEF, vous allez inviter des blogueurs. Donc je vous donne ici un exemple, hein, c'est quoi la salle de presse des blogueurs? C'est exactement la même chose qu'une salle de presse traditionnelle. C'est des gens derrière un ordinateur avec un accès Internet qui sont en train de raconter ce qui se déroule durant les conférences du MEDEF. Jusque-là, il n'y a pas de différence. La différence, c'est qu'ils ne le font pas pour un journal, ils ne le font pas en répondant à des opinions prédéterminées, ils le font parce qu'ils ont besoin d'alimenter leur blog. Leurs blogs, bien entendu, vont parler d'un peu tout. Il y a des blogs sur l'économie, des blogs sur la high-tech, des blogs sur la santé, des blogs sur le transport, sur les voyages, sur les loisirs, sur la bouffe, le sexe, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a 200 blogueurs qui participent chaque année aux universités d'été du MEDEF. Et n'allez pas penser que c'est des blogueurs de droite. C'est des blogueurs qui représentent à peu près toutes les tendances. Des gens de droite, des gens de gauche, des gens très très à droite et des gens très très à gauche, je peux vous assurer. Des petits, des grands, tout le monde est représenté. Ok? C'est exactement ça le principe. Pourquoi? Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Le soir, le premier soir de l'université d'été du MEDEF, les blogueurs, ils ont déjà pissé chacun 4-5 articles dans la journée. Vous multipliez ça par 200, vous avez 1 millier d'articles qui sont publiés sur l'université d'été du MEDEF. Ils sont en train d'alimenter un univers de contenu qui va raconter ce qui se passe pendant l'université d'été du MEDEF. Alors bien entendu, ce contenu n'est pas dirigé, n'est pas orienté. Les blogueurs ne disent pas c'est génial ce que dit Gattaz ou ce que disait comment s'appelle Laurence Parisot. Non, l'idée c'est simplement de porter le discours, d'expliquer, de raconter ce qui se déroule pendant l'université d'été du MEDEF. Cette approche de passer par les blogueurs pour faire passer les messages, c'est une approche extrêmement subtile que vous devriez mettre en œuvre le jour où vous lancez des produits, où vous travaillez dans des boîtes déjà préétablies. Et puis une autre manière de faire de la communication digitale, c'est l'approche suivie par un type vraiment bien, un des rares grands patrons éminemment respectables en France. Il s'appelle Xavier Fontanet, c'était le patron d'Essilor. C'est un gars qui a porté Essilor de 12 000 salariés à plus de 80 000, je crois. Vous connaissez Essilor, hein, j'espère. Ça vous parle. Boîte high-tech, s'il en est. Allez télécharger sur ce lien-là, le bit.ly que j'ai indiqué, les 30 leçons sur la stratégie des entreprises, publiées par Xavier Fontanet. C'est des petites vidéos avec des explications, c'est relativement court, c'est payant. Oui, il gagne un peu d'argent avec ça, mais ce n'est pas avec ça qu'il va faire fortune, je vous rassure. Mais c'est très intéressant et c'est passionnant, c'est addictif. Voilà comment on peut faire de la com digitale sans ouvrir un blog, sans avoir un compte sur Twitter, sans se la jouer sur YouTube, mais simplement en partageant son savoir, ses connaissances, son expérience, avec un support qui est capable de toucher effectivement des populations les plus larges possibles.
Alors, vous vous dites, à ce stade-là, première chose, vous dites, 1, j'ai faim, 2, quand il va s'arrêter, troisièmement, on est dans le monde des bisounours. Jusqu'à maintenant, tout ce qui monte, ça marche bien. Non, ce n'est pas le monde des bisounours, contrairement à ce que vous pourriez croire. La com digitale, c'est pas toujours rose. Alors, premier exemple que je vais vous donner, c'est ce monsieur. Vous le connaissez? Ça vous parle? Il a l'âge de votre grand-père. Voilà, donc monsieur Johnny Hallyday, il lui est arrivé une histoire désagréable il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous avez suivi. Vous savez ce qui lui est arrivé? Johnny et son épouse utilisent Instagram. Jusque-là, il n'y a rien de répréhensible. Tous les jours, ils balancent une photo pour leurs fans. Jusque-là, rien de répréhensible. La photo, elle est datée. Celle-là, elle date d'il y a 3 semaines. Elle est géolocalisée. Santa Monica State Beach Park. Très bien. Et il y a un petit malin qui s'est dit, on va voir sur une année combien de temps Johnny et son épouse passent-ils dans le lieu qu'ils ont déclaré comme résidence fiscale. Ah ouais, ça fait mal, 15 jours. Donc, monsieur Jean-Philippe Smet ne peut pas déclarer qu'il réside en Suisse. Non, ce n'est pas le cas. Sa résidence fiscale, c'est la France. Donc, monsieur Jean-Philippe Smet a un arriéré d'impôt non négligeable. Donc, le fisc lui tombe sur le dos. Voilà. Vous utilisez la communication digitale de manière complètement anodine. C'est gentil, c'est sympa. Instagram, regardez, attendez, 1009 likes. Oh, c'est génial, je vais m'y mettre aussi, bisous, etc. C'est les bisounours, hein. Ouais. Et puis, il y a un petit malin qui utilise les informations que vous avez publiées sans vous en rendre compte. Et d'un seul coup, vous vous retrouvez à devoir rembourser des millions d'euros. Ça peut faire très mal la communication digitale quand c'est pas très bien géré. Alors, je vais vous donner un autre exemple de com digital pas très bien géré. Vous savez ce qui est arrivé à Findus il y a quelques temps, hein, le scandale de la viande surgelée avec du cheval. Alors, faites la recherche, hein, j'ai fait la recherche il y a moins de 24 heures, vous tapez Findus dans Google Images. Voilà, donc vous avez quelques logos Findus, et puis après, vous avez toutes les parodies qui ont été publiées sur le web depuis quelques mois. C'est très très dur pour Findus, parce que nettoyer tout ça, c'est impossible. Quand je vous dis c'est impossible, Findus ne peut pas demander à Google des références-moi ça. Attendez, la liberté d'expression, c'est pas 1984, hein, donc voilà, hein, vous avez Gangnam Style avec des lasagnes. Hein, ils vont devoir traîner cette histoire-là pendant un moment. Alors il y a des techniques, bien sûr, pour faire descendre les contenus. Ils pourraient, par exemple, créer des dizaines de sites avec des dizaines d'images qui seraient taguées avec du Findus et qui seraient juste les photos de leurs produits. Ouais, mais ça va leur demander du temps et puis il faut qu'il y ait quand même du trafic et c'est pas gagné. C'est pas la seule entreprise qui connaît ce problème-là. Vous ne le racontez pas sur Twitter, hein, mais vous savez, il y avait EY qui était sponsor de... Voilà. Tapez EY dans Google Images et vous venez me voir après. Vous allez avoir des surprises. Ouais, c'est une boîte qui s'appelait Ernst & Young, qui a changé de nom. Et l'agence qui leur a fait changer de nom n'a pas fait une recherche sur Google Images pour savoir comment le nom était utilisé. Ça peut faire très très mal quand c'est mal géré. Alors la conclusion de cette histoire, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez cette pub? Vous la connaissez? J'ai oublié de mettre le lien sur YouTube, mais je vais vous la raconter, hein, c'est très simple. Donc vous avez une succession de gens qui vont chercher des armes et qui se préparent à aller au combat, chacun avec son arme, avec une Kalachnikov, avec une mitraillette, avec tout ce que vous voulez. Et puis il y a une espèce de roi d'Angleterre qui demande qu'on lui amène son arme, et son arme c'est une épée en plastique. Et là, il crie chargé ou à l'attaque, et il y a 200 000 personnes qui sont prêtes à le suivre. Et à ce moment-là de la publicité, c'est une pub pour Winamax, je crois, ou un truc comme ça, il y a la voix de Patrick Bruel qu'on entend et qui dit « Au poker, l'important, c'est pas les cartes, c'est ce qu'on fait avec ». Moi, je veux dire, dans l'univers de la communication digitale, l'important, c'est pas les outils, c'est ce que vous faites avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous décidiez de communiquer ou de ne pas communiquer, intéressez-vous au sujet parce qu'à un moment donné de votre vie, vous aurez à comprendre quels sont les ressorts de la communication digitale. Si vous décidez de les utiliser, très bien, comprenez comment ça s'utilise. Si vous décidez de ne pas les utiliser comme l'a fait Findus, très bien aussi, mais comprenez quelles en sont les répercussions. Voilà, je m'arrête là parce que normalement c'est l'heure où on va manger. Si vous voulez en savoir plus, je suis sur Twitter, je réponds nuit et jour à toutes les sollicitations. Il y a un très bon bouquin que vous pouvez télécharger sur Kindle. Il vaut 13 € sur la boutique Amazon, le Kindle.
Il y a une préface de Pierre Gattaz, donc ça doit être un super bouquin. Voilà. Et sinon, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre.